Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette présentation, la deuxième présentation du cycle de webinaire qu'on fait sur la présentation de nos produits de data management, donc tout ce qui tourne autour du stockage et de la sauvegarde. On présente aujourd'hui les Exagrid, un fournisseur qu'on vient de signer tout récemment avec un produit qu'on trouve très intéressant pour l'optimisation du stockage dédié à la sauvegarde. On va de toute manière vous passer la parole aux gens d'Exagrid qui vont vous présenter le produit et qui vont vous faire une petite démo de tout ça. Je voulais juste rappeler rapidement la manière dont on organise notre offre au niveau data management. Donc, on était parti d'une solution DataCore qui nous permettait de gérer tout ce qui était stockage primaire, donc pour les données chaudes, pour tout ce qui avait besoin de très grosses performances I/O et une haute disponibilité totale. Et on avait traditionnellement un partenaire qui s'appelle Carbonite qui nous permettait de pouvoir proposer des solutions de sauvegarde, mais en mode cloud. Donc, on n'avait pas du tout cette brique qui était importante pour nous, pouvoir apporter une optimisation pour toutes les configurations où la sauvegarde était faite sur site par le client final. C'est ce qu'on va pouvoir proposer avec Exagrid. Donc, on va vous présenter ces appliances dédiées qui correspondent en fait au stockage de la sauvegarde qu'on va placer derrière la solution de sauvegarde existante. Datacore, avec ses nouveaux produits, notamment Swarm, nous permettent d'arriver sur toutes les projets d'archivage, donc pour pouvoir faire déborder la donnée qui n'est pas fréquemment lue et utilisée du stockage primaire, où généralement le coût au terra est relativement cher, vers un coût au terra moins cher et avec des fonctionnalités beaucoup plus proches de ce qu'on doit gérer quand on gère des larges volumétries de données, on va dire plutôt froides et non structurées. Et on a pour dernière brique, on va dire, dans notre offre de data management, une offre de sauvegarde des environnements 365 dans le cloud et une offre permettant de gérer la migration de données avec Migrate, toujours chez Carbonite, et qui permet de gérer soit des projets de Move to Cloud, ça c'est quelque chose qu'on présentera très prochainement aussi dans les webinaires de présentation de data management, et soit permettant de gérer tout ce qui est migration de données dans le cadre, en ce moment c'est très très à la mode, de migration possible d'hyperviseurs. Avec les soucis rencontrés sur VMware, il y a pas mal de gens qui souhaitent pouvoir faire des migrations VMware vers Hyper-V, VMware vers Proxmox, etc., etc. Donc, c'est des solutions qu'on présentera également. Voilà, je me m'étends pas plus sur nos solutions parce qu'on a quatre sessions de présentation permettant de présenter chacun des modules. Et je vais laisser la parole maintenant à Grégory Docarmo d'Exagrid pour nous présenter ses solutions. Oui, alors bonjour à tous, moi je suis Grégory Decamo, j'espère que vous m'entendez correctement. Donc, je suis le commercial Exagrid qui est en charge de la gestion des partenaires, entre autres. Dans le sud de la France, on est l'Exagrid aujourd'hui en France, c'est plusieurs équipes qui se répartissent le territoire, et au travers des équipes de miel, vous aurez l'occasion de les rencontrer, de pouvoir échanger avec eux. On a voulu cette présentation assez directive entre guillemets, de façon à pouvoir aller à l'essentiel. Donc j'ai passé la main à Christophe qui va vous expliquer un peu comment est-ce que nous on voit les choses au niveau d'Exegrid en termes de sécurisation des sauvegardes. Bonjour à tous. Alors moi je suis Christophe Marie, je suis avant-vente chez Exagrid depuis 4 ans et demi maintenant. Donc on va passer assez rapidement sur le principe d'une attaque ransomware. Donc sont victimes malheureusement beaucoup d'organismes ou d'entreprises, avec une méthodologie assez simple. Le premier point c'est de neutraliser la sauvegarde, étant donné que la sauvegarde c'est le seul, je dirais, dernier bastion qui permet de remettre en état un système d'information. Donc le pirate ou l'attaquant va d'abord encrypter ou effacer les sauvegardes, puis ensuite aller encrypter le stockage primaire, qu'il soit sur du NAS, du SAN ou du DAS, pour enfin, après, se faire connaître en demandant une rançon, en proposant l'échange d'une somme d'argent, une clé qui permettrait de décrypter les données, mais c'est pas forcément toujours le cas. Sur la partie Exagrid, on a un mécanisme, nous, alors, pour faire simple, on va déjà parler sur le mécanisme de protection contre les attaques, et le mécanisme qui va permettre de restaurer la donnée alors qu'on pense qu'elle a été compromise. Alors, notre système, je l'ai expliqué un peu après dans la présentation comment il fonctionne. On a deux zones de stockage, et on a une zone
qui permet d'accueillir les données directement depuis les outils de sauvegarde, et une deuxième zone où la donnée est stockée en format sécurisé, dédupliqué, et qui est protégée contre les effacements ou les encryptions. Donc, dans le schéma suivant, on va avoir une petite représentation, en fait, d'un stockage primaire, puis d'un outil de sauvegarde, et enfin notre machine, donc l'Hexagrid, qui possède deux zones spécifiques. La première zone qu'on appellera la landing zone, hein, qui va récupérer la donnée directement. Donc, imaginons qu'on a fait une sauvegarde hier dans la landing zone qui s'appelle B1, puis une deuxième sauvegarde aujourd'hui qui s'appelle B2. Notre machine, lorsqu'elle reçoit de la donnée en landing zone, elle va la prendre, la dédupliquer et l'écrire une deuxième fois dans une zone spécifique qu'on appelle la zone de rétention. La zone de rétention, c'est une zone interne à la machine et qui est inaccessible depuis le réseau, ce qui va donner tout ça, son caractère immuable à la donnée. La donnée est en format dédupliqué, immuable et protégée aussi contre les effacements. Donc, si le pirate tente d'encrypter la donnée sur l'Hexagrid ou bien de l'effacer, ce ne sera pas possible et ça permettra comme ça de pouvoir restaurer la donnée après l'attaque. On verra la subtilité de notre solution, c'est que lorsque l'attaquant va essayer d'effacer la donnée depuis l'outil de sauvegarde, par exemple, en prenant la main sur l'outil de sauvegarde, eh bien, au niveau de l'outil de sauvegarde, les sauvegardes vont vraiment disparaître de l'écran de contrôle, ce qui va permettre de tromper entre guillemets, je dirais l'attaquant, hein, qui va croire qu'il a bien effectué son méfait et qui ensuite va aller attaquer la donnée primaire, alors que non, nous on aura protégé la donnée dans la zone de rétention, ce qui va nous permettre de restaurer la donnée juste après. Donc on verra que chez Hexagrid, on a une philosophie un peu particulière au niveau du support et nos supports sont très proches de nos clients et lorsqu'on va restaurer la donnée, on va faire appel au support pour accompagner, hein, le mécanisme de restauration, puisque la personne du support est au calme et tranquillement chez elle. Elle n'est pas sous la pression de la menace de l'attaque ou autre, et elle va pouvoir accompagner au plus près, je dirais, nos clients pour restaurer la donnée. Deuxième type d'attaque, c'est l'encryption. La première, c'était l'effacement de la sauvegarde, tout simplement. La deuxième, c'est l'encryption. Imaginons que le pirate arrive à se connecter, je dirais, au partage sur l'Hexagrid, partage qui est utilisé par l'outil de sauvegarde, hein, pour envoyer ses données. Si ce partage n'est pas protégé, chose qu'on évitera de faire bien entendu, hein, puisqu'on va protéger les accès sur la landing zone, eh bien si la donnée se retrouve encryptée, c'est sur le slide suivant, eh bien ce qui va se passer dans l'absolu, c'est que la machine va prendre de la donnée qui sera encryptée et va la dédupliquer. Ce qui veut dire que la donnée qui sera transférée en mode immuable et dédupliquée en zone de rétention sera aussi compromise, entre guillemets. Maintenant, la sauvegarde que j'ai effectuée hier, qui s'appelle B1, un B1 qui a été dédupliqué en zone de rétention en tant que T1, cette donnée-là est immuable. On ne peut pas la modifier, on ne pourra pas l'encrypter. Donc, ce qui se passera, c'est que lorsqu'on voudra restaurer, on restaurera la donnée à l'état qu'elle était hier dans mon système d'information. Donc, je n'ai pas perdu toutes mes données, hein. J'ai juste perdu, entre guillemets, le delta entre hier et aujourd'hui. Moi, je vais pouvoir restaurer mon système d'information à l'état d'hier, tout simplement parce que la donnée est protégée en zone de rétention. Donc voilà, donc là on est passé entre guillemets assez rapidement sur un mécanisme qu'on appelle le RTL chez nous, le Retention Time Lock, hein. Donc c'est cette protection contre les effacements et qui va permettre de restaurer la donnée. Donc lorsque un de nos clients qui initialement avait un NAS comme repository de sauvegarde fait l'acquisition d'une solution Hexagrid pour accueillir les sauvegardes et les protéger, quand le pirate voudra essayer d'encrypter ou d'effacer la donnée, ça ne sera pas possible étant donné que la donnée est protégée contre les effacements en zone de rétention et la donnée est immeuble ne pourra pas être modifiée. Eh bien, même si le pirate encrypte le stockage primaire et fait une demande de rançon par la suite, eh bien, on ne sera pas obligé de payer la rançon puisque la donnée est toujours protégée dans l'Hexagrid. Et à ce moment-là, on est vraiment victime d'une attaque, hein. On fera appel à la personne du support qui nous suit pour nous aider à restaurer la donnée tout simplement. Donc, je vais vous présenter le produit pour bien comprendre le mécanisme de fonctionnement et l'architecture qui est spécifique à notre gamme de produits. Tout d'abord, une petite présentation normalement de notre entreprise. Alors, je ne sais pas si Grégory, tu veux reprendre la main à ce moment-là. Je peux. Donc sur le slide qui suit, s'il vous plaît. Voilà, donc Hexagrid, qui sommes-nous? Déjà, Hexagrid, c'est une société donc, américaine, dont le siège social se situe dans la banlieue de Boston. Société qui existe depuis 2002. On a mis 4 ans à développer le produit dont on est en train de vous parler, donc on le commercialise depuis 2006. Donc une présence sur le marché depuis plus de 15 ans, étant donné qu'un constructeur indépendant de solutions de stockage de sauvegarde, ça veut dire qu'on s'interface
avec l'ensemble des acteurs logiciels du marché, avec une approche, comme Christophe en a un tout petit peu parlé, et il va en reparler juste après, hiérarchisée au niveau de notre stockage, ce qui va nous permettre de bénéficier du meilleur des deux mondes. Le premier monde avec la fameuse landing zone, donc qui va nous permettre d'avoir des performances inégalées en sauvegarde et en restauration, et un deuxième monde dans lequel on fera du stockage dédupliqué ce coup-ci, pour vous permettre de stocker un maximum d'informations dans un minimum d'espace. Puis un Net Promoter Score, donc ça c'est un indicateur qui est très intéressant, Christophe en a parlé, mais il va en reparler juste après. Net Promoter Score, sur une échelle de moins 100 à plus 100, on a eu ce score de plus 81, donc est un très bon score. Et ce Net Promoter Score, en fait, ce qu'il juge, c'est la qualité de la relation que vous allez avoir avec votre fournisseur à tout point de vue, et peut-être et aussi au niveau de la qualité de notre support. Et là, une fois de plus, on a une approche assez particulière au niveau de notre support, donc on va vous en reparler. Une base installée relativement importante en France et dans le monde. On gagne pas mal de parts de marché, vainqueur de nombreux awards régulièrement. La presse informatique nous fait confiance. Mais si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce niveau, le plus simple, ce sera qu'on vous mette en relation avec certains de nos clients. Sur le slide qui suit, Christophe, je te Je vais remercie. reprendre la main. Oui, tout à fait. Donc ce slide a pour but d'expliquer que sur le marché des solutions de stockage de sauvegarde, on va trouver différents acteurs et tous ces acteurs ont pris le pari d'utiliser ce qu'on appelle la déduplication en ligne. C'est-à-dire que leur solution de stockage sur disque ne va écrire la donnée qu'une fois cette donnée dédupliquée. Donc des mécanismes de déduplication sont présents dans ces machines-là. C'est-à-dire qu'on va traiter la donnée, on va la découper en petits blocs, on va faire de l'indexation, on va faire du calcul de somme ou du checksum. Et seulement lorsque toutes ces opérations auront été effectuées, la machine va pouvoir écrire les données sur les disques. De la même façon, lorsque je vais vouloir relire cette donnée, étant donné que le format utilisé uniquement, c'est du format dédupliqué pour stocker la donnée, on sera obligé de procéder à la réhydratation de cette donnée, autrement dit récupérer tous les blocs, les mettre ensemble, vérifier leur cohérence et enfin pouvoir bien restaurer la donnée. Ce mécanisme de déduplication en ligne, alors s'il est pratique puisqu'il permet de stocker un minimum de données sur un maximum de données sur un minimum d'espace, vu qu'on déduplique la donnée, a un impact fort en termes de performance. Pourquoi? Puisqu'on va ralentir vraiment le flux de sauvegarde et on va ralentir le flux en restauration, étant donné les opérations nécessaires pour dédupliquer la donnée dans un sens et la réhydrater dans l'autre. Chez Exagrid, on ne voulait vraiment pas utiliser ce mécanisme-là. C'est pour ça que sur le slide suivant, lorsqu'on regarde l'architecture de la machine, on compare sur le côté gauche la compétition avec la déduplication en ligne. Notre machine à nous, c'est pour ça qu'elle dispose de deux zones, là où les compétiteurs ont une seule zone, où eux vont stocker la donnée qu'en format dédupliqué. Chez nous, on a d'abord la landing zone. La landing zone, c'est un espace qui est accessible au niveau des outils de sauvegarde pour pouvoir déposer la donnée dans le format le plus brut possible sur notre machine. On ne va pas demander à faire de la déduplication en ligne, on va récupérer la donnée dans un format hyper basique de façon à pouvoir avoir une fenêtre de sauvegarde vraiment la plus courte possible. Et l'intérêt de la landing zone, en ayant cette donnée en format le plus brut possible, on est aussi capable de la restaurer très rapidement puisqu'on n'a pas de réhydratation à effectuer. La donnée est en format brut et natif. Et ça permet notamment, on verra que pour certains outils de sauvegarde avec des mécanismes avancés de tests de vérification de sauvegarde, pouvoir relancer directement une VM depuis la machine, eh bien, le fait d'avoir la donnée en format brut et natif, eh ben, on va pouvoir exploiter complètement toutes ces possibilités, ces fonctionnalités-là, alors que sur les machines concurrentes qui ne stockent la donnée qu'en format dédupliqué, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Puisque la donnée étant en format dédupliqué, il y aura forcément un temps nécessaire pour la réhydrater pour que l'outil puisse l'utiliser pour faire une restauration de VM ou bien une vérification de sauvegarde. Et bien souvent, les éditeurs des logiciels ne vont pas conseiller aux utilisateurs qui disposent de ce type de technologie d'utiliser ces fonctionnalités avancées puisque l'expérience utilisateur sera mauvaise. Ça va prendre beaucoup de temps. Par exemple, une VM qui fait 7 Tera, ça peut prendre 3-4 heures à être mis en place dû à la réhydratation de la donnée qui sera nécessaire. Donc sur le slide suivant, on peut voir les avantages que je viens de citer, restauration vraiment très rapide de la donnée depuis la landing zone, utilisation des fonctionnalités avancées, et aussi l'intérêt qu'on a sur la landing zone, c'est qu'on va conserver à minima une semaine de données, c'est-à-dire une sauvegarde complète par exemple du samedi et les sauvegardes incrémentielles de la semaine, puisqu'on sait que 80-85% des demandes de restauration faites par les utilisateurs concernent la donnée récente, où il y a un caractère vraiment urgent à pouvoir fournir la donnée à l'utilisateur pour qu'il puisse continuer à travailler. Et c'est pour cela qu'on effectuera les restaurations de la donnée récente depuis la landing zone, étant donné que la donnée est en format brut et natif. Maintenant, notre machine dispose d'une deuxième zone qu'on peut voir en dessous, qui s'appelle la zone de rétention. Et là, c'est lié au mécanisme de la machine qui va reprendre la donnée qui a été écrite au départ sur ma landing zone
pour pouvoir la dédupliquer et l'écrire une deuxième fois dans cette zone qui est interne. Donc la landing zone, la zone de rétention, pardon, c'est une zone vraiment interne à la machine. La machine est la seule à être capable d'y accéder, de pouvoir écrire dedans, de pouvoir relire la donnée. Donc c'est ce qui fait vraiment une différence majeure par rapport à la compétition, hein. La compétition n'a qu'une seule zone, c'est la zone où la donnée est stockée en format dédupliqué. Sur notre machine, on a deux zones. La landing zone, on récupère la donnée en format brut et natif très rapidement, on peut la restaurer très rapidement, et la zone de rétention, où la machine va prendre la donnée, la dédupliquer, l'écrire en format immuable, et on va pouvoir appliquer la rétention dans cette zone-là, puisqu'on l'a en format dédupliqué, on ne prend pas beaucoup de place, on va pouvoir conserver la donnée à long terme dans un format économique. Alors voilà, c'est vraiment la différence majeure d'architecture par rapport à la compétition, et ça apporte forcément de la performance, hein, grâce à la landing zone, mais aussi de la sécurisation de données, étant donné qu'on a l'immuabilité native dans cette zone de rétention. Donc, sur le slide suivant, voilà le détail des éléments que je viens de vous donner par rapport à la zone de rétention, hein, les avantages que cela permet d'avoir au niveau de notre machine. Alors, autre point essentiel aussi sur la zone de rétention, on a commencé tout de suite dans le dur par la présentation où on a expliqué différents types d'attaques, hein, l'encryption ou l'effacement, et je vous ai présenté directement la fonctionnalité RTL, le Retention Time Lock, qui est le verrou qu'on applique nous sur notre zone de rétention, sans que j'ai pu vous présenter au départ l'architecture de la machine. Donc voilà, la zone de rétention, c'est vraiment la partie essentielle qui va permettre de protéger contre les attaques, hein, de type ransomware, puisque la donnée est en format immuable à l'intérieur. Et on a ce mécanisme qu'on appelle le Retention Time Lock, hein, qui est un verrou en fait qu'on va appliquer nous sur notre zone de rétention, qui va permettre de retarder les effacements qui ont été demandés depuis l'outil de sauvegarde. Puisque une des attaques classiques, hein, le pirate arrive à prendre la main sur la console de l'outil de sauvegarde, liste les sauvegardes disponibles dans le repository de sauvegarde et décide de tout effacer. Voilà, donc pour se prémunir contre ce type d'attaque, ce que j'ai présenté en introduction, le Retention Time Lock qui va retarder, hein, on va pouvoir paramétrer de 1 à 30 jours le Retention Time Lock. Par défaut, nous on met 10 jours. Hein. 10 jours, pour nous, on considère que 10 jours c'est assez pour nos clients pour s'apercevoir qu'ils ont été attaqués. En général, ça ne traîne pas, hein, lorsque les données sont encryptées, les utilisateurs ne peuvent plus travailler et assez rapidement, ça appelle de partout pour prévenir. Donc nous on est parti sur 10 jours, hein, on peut pousser jusqu'à 30 jours en général, mais la plupart de nos clients utilisent 10 jours, on considère que ça suffit. Donc l'architecture de la machine, comme je l'ai dit, landing zone, sauvegarde rapide, restauration rapide sur la donnée récente, et ensuite zone de rétention, données en format dédupliqué, immuable, protégée contre les effacements, qui permet de faire une rétention à long terme de la donnée dans un format économique. Voilà, donc vraiment l'intérêt de l'architecture. Autre point essentiel, notre solution, si on regarde toujours la compétition, hein, donc je vous ai expliqué la compétition, c'est duplication en ligne dans une seule zone. La compétition utilise en plus une architecture de type scale-up. Donc scale-up, c'est vraiment une architecture classique. On va retrouver un ou deux contrôleurs qui peuvent fonctionner en mode actif-actif ou actif-passif en fonction des technologies. Et ensuite des tiroirs de disques qui vont être chaînés les uns derrière les autres pour faire évoluer la volumétrie dans le temps, tout simplement. Alors, l'inconvénient majeur de ce type d'architecture, c'est de dimensionner correctement le contrôleur. Pourquoi? Puisque je peux très bien commencer aujourd'hui en me disant, j'ai potentiellement 50 Tera à sauvegarder sur ma machine, et les 50 Tera, j'ai 15 heures devant moi. Donc, on va regarder dans la gamme produit, on va trouver un contrôleur capable d'absorber ces 50 Tera en 15 heures. On le met en place. Seulement, on a forcément une croissance annuelle de la volumétrie de production, de la volumétrie à sauvegarder. Et petit à petit, on va donc rajouter de la volumétrie à sauvegarder et bien, on va étendre la fenêtre de sauvegarde. Et lorsqu'on sera arrivé à 100 Tera au lieu de 50, et les 15 heures vont se transformer en 30 heures, logiquement. Et 30 heures, on dépasse la fenêtre quotidienne de sauvegarde. C'est pas bon, il faut faire quelque chose. Alors, parfois, les technologies permettent de remplacer le contrôleur existant par un plus performant. On fait un arrêt de production, un investissement, on remplace le contrôleur et hop, on va pouvoir réduire à nouveau la fenêtre de sauvegarde. Autre possibilité, c'est d'acheter directement dès le départ le gros contrôleur, hein, en se disant j'anticipe l'avenir, comme ça je serai tranquille. Maintenant, l'entreprise change de politique et décide d'externaliser la donnée, par exemple, et je me retrouve avec un gros contrôleur dont je n'exploite pas complètement les possibilités, donc j'aurais fait un investissement énorme. C'est un peu de l'argent perdu, entre guillemets. Maintenant, comme je le disais, c'est très compliqué d'anticiper l'avenir. C'est pour ça que chez Exagrid, on est parti sur le principe qu'on allait plutôt utiliser une architecture de type scale-out. Donc vous allez voir, on a 7 machines dans la gamme et ces machines, on va pouvoir les mettre ensemble, peu importe les modèles, les mixer, hein, si besoin. Et on va pouvoir mettre jusqu'à 32 machines pour pouvoir faire évoluer dans le temps la volumétrie à sauvegarder, tout en conservant de notre côté, l'intérêt de la solution, c'est de conserver une fenêtre de sauvegarde constante dans le temps. C'est-à-dire que les 50 Tera que je dois sauvegarder, je vais mettre une machine capable d'absorber ces 50 Tera. On verra que nos machines sont architecturées
pour absorber 50 Tera en moins de 6 heures. Donc je commence avec 50 Tera en moins de 6 heures. Peut-être 3 ans, 4 ans après, j'ai besoin de 30, 40, 50 Tera supplémentaires. Ben, je rajoute une deuxième machine qui va absorber aussi cette volumétrie en moins de 6 heures. Et au final, ben, je ferai peut-être 80, 90 ou 100 Tera. Et toujours en moins de 6 heures, puisque j'aurai deux machines. Et chaque machine apporte forcément sa puissance de calcul. Et comme ça, je vais pouvoir aller jusqu'à 32 Tera. On verra qu'on peut commencer tout simplement avec 10 Tera à sauvegarder, entre guillemets, les petits besoins. Et puis on pourra aller comme ça jusqu'à plus de 2 pétas si nécessaire. On n'a aucun souci. L'architecture Scalot permet de suivre l'évolution de la volumétrie tout en conservant la performance en sauvegarde, ce qui fait vraiment l'intérêt. Sur le slide suivant, on a la gamme produit. Voilà, je vous avais dit 7 machines dans la gamme. Donc, on fait une petite différence entre les machines du tableau au-dessus qui permettent d'adresser les sites principaux et puis les sites satellites sont plutôt en dessous, les sites avec des volumétries un peu plus petites en général. Si je prends la première machine en haut sur le premier tableau, le X27, EX pour Exagrid, 27 pour 27 Tera. Alors 27 Tera de landing zone et 27 Tera aussi de zone de rétention. Comme je vous ai montré sur le schéma avant, la machine est séparée en deux zones. Les deux zones ont la même volumétrie. Ce qui veut dire que la machine X27 dispose au total de 54 Tera de volumétrie, en sachant que ces 54 Tera sont 100% utilisables sans aucun impact en performance. Là où toujours nos compétiteurs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, font des applications en ligne, utilisent l'architecture scale-up, ces compétiteurs ont aussi des mécanismes de nettoyage ou de défragmentation qui sont obligatoires à être exécutés dans leur machine quotidiennement pour conserver les performances. Et ces constructeurs vont vous recommander de conserver 15 à 20% d'espace libre dans leur machine pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Ce qui veut dire que si vous achetez une machine avec 54 Tera, au final, vous n'avez pas vraiment 54 Tera, vous avez peut-être 47, 48 Tera seulement utilisables, puisque le reste est nécessaire pour le bon fonctionnement de la machine. Chez Exagrid, ce n'est pas le cas. Les 54 Tera sont 100% utilisables, de la même façon qu'une machine livrée avec un espace complètement libre ou une machine remplie à 99% chez nous offrira les mêmes performances, ce qui fait vraiment l'intérêt de la solution. On peut voir sur le X54, on a une bande passante admissible de 6 Teraoctets de l'heure. Donc vous voyez, en 5 heures, j'ai rentré 30 Tera, donc j'ai rempli complètement ma landing zone. Donc la landing zone, ça fait 27 Tera. En général, une X27, on va adresser ce type de machine, pour faire simple, sur des clients contre 15, 16, 17 Tera, 18 Tera de volumétrie, puisque l'intérêt, c'est aussi de planifier un peu l'avenir, l'évolution de la croissance en fonction de la rétention. Donc ce type de machine s'adresse potentiellement à ce type de client. La particularité aussi sur la machine, c'est que même si j'ai 27 Tera d'un côté et 27 Tera de l'autre, en termes de volumétrie sur les 54 Tera au total, la machine, comment dirais-je, est capable d'utiliser l'espace de façon dynamique. Donc j'ai 27 Tera de landing zone et puis 27 Tera de zone de rétention. Donc imaginez un file system de 54 Tera avec un curseur logique au milieu qui délimite les deux zones. Même si j'ai rempli complètement ma zone de rétention et que j'ai toujours de la place en landing zone, la machine va continuer à fonctionner en consacrant de la landing zone en mode rétention si nécessaire. Donc dynamiquement, on va utiliser l'espace, on ne va jamais bloquer un job de sauvegarde puisque lorsqu'on a de l'espace libre dans la machine, on va fonctionner. Forcément, on remontera des alertes quand on a saturé la zone de rétention, mais on fonctionnera encore, on conservera la donnée. Notre but, c'est toujours de protéger la donnée. On ne va pas stopper un job de sauvegarde parce que la zone de rétention est saturée. Ça, c'est vraiment une particularité de notre machine. Il faut savoir que la partie support chez nous est importante parce que nos supports vont monitorer les machines à distance. Comme je vous l'ai dit, que la machine, qu'elle soit remplie à 10% ou à 89% dans les mêmes performances, les personnes du support vont surveiller les machines à distance et vont prévenir nos clients lorsqu'on sera rempli à 80%, 85% pour regarder s'il y a peut-être besoin de faire un peu de ménage, modifier de la rétention ou bien réfléchir à faire l'acquisition d'une machine supplémentaire pour pouvoir évoluer dans le temps par rapport aux besoins. Autre chose aussi intéressante, et je vais venir juste après, ce petit curseur logique, il est déplaçable. Le support peut le déplacer dans un sens ou dans l'autre pour adapter la machine à un besoin spécifique en évitant d'avoir des remontées d'alerte en permanence. Une X27, typiquement, un client qui sauvegarde, qui a 10 Tera de données sources, mais qui conserve la donnée à très long terme, imaginons, je sais pas moi, 4 semaines d'incrémentiel, 30 hebdomadaires, 24 mensuels et sur 5 ans, donc ça fait beaucoup de rétention, beaucoup d'itérations. Eh bien, on va pouvoir s'amuser à déplacer la zone de rétention peut-être à 35 Tera. On déplace le curseur à 35 Tera à ce moment-là. Au niveau de la zone de la landing zone, on descendra à 19 Tera, mais on aura un fonctionnement nominal de la machine puisqu'on pourra remplir la zone de rétention à 35 Tera sans alerte. Voilà. Et on verra aussi que cette possibilité de déplacer le curseur peut avoir un intérêt, notamment lorsqu'on va mettre en place chez nous
un site à distance, comme par exemple une X10 ou une 18 en réplication, faut savoir qu'on est capable d'enlever complètement la landing zone. Alors pourquoi enlever la landing zone? La landing zone, c'est l'espace par lequel les outils de sauvegarde vont pouvoir déposer la donnée à sauvegarder. Alors imaginons qu'on veut mettre en place un site dormant, un site type PRA, pour avoir la donnée sur un deuxième site sécurisé. Notre solution dispose d'un mécanisme de réplication intégré et la machine va pouvoir répliquer la donnée qu'elle a en zone de rétention, donc en format dédupliqué, vers différents sites. On peut aller jusqu'à 15 sites distants sur notre solution. Et lorsque je mets en place un PRA sur un site dormant, je n'ai pas besoin de landing zone. Donc, typiquement, si je m'amuse à prendre une X54 en site principal, avec 54 Tera de landing zone et 54 Tera de zone de rétention, si je veux répliquer la zone de rétention grâce au mécanisme intégré vers un site distant, je mettrai une X27. Et le X27, j'enlèverai la landing zone, je passerai la machine en 100% zone de rétention. Comme ça, je disposerai de 54 Tera de zone de rétention. Donc, ça permet de mettre en place en fait un PRA à distance avec une machine qui est moins coûteuse que la machine du site principal. Donc c'est un aussi des avantages de notre solution. Ça permet donc d'avoir la donnée protégée sur un autre site à moindre coût, tout simplement. Nos machines disposent aussi de disques qui font de l'encryption à la volée. Voilà, on a des clients qui ont la nécessité d'avoir la donnée encryptée sur les disques. À ce moment-là, ça c'est quelque chose qu'il faut nous préciser dès le départ, puisque donc les disques qui font de l'encryption ne sont pas livrés en standard sur nos machines. Hein. Ça c'est une option, il faut bien nous le demander, comme ça on livre la machine avec les bons disques. Donc on peut voir dans la gamme, la plus grosse machine aujourd'hui disponible, c'est une X189 qui dispose 189 Tera de landing zone et 189 Tera de zone de rétention. Et toutes nos machines sont sur un format 2U, donc très compact. Donc, vous voyez, on peut aller vraiment adresser tout type de besoin en termes de biométrie, puisque la 189 étant la plus grosse, on peut s'amuser à en mettre 32 aussi dans une architecture scale-out hexagrid, ce qui nous permet d'avoir jusqu'à 6 pétaoctets de volume de données à protéger tout simplement. Sur le slide suivant, on va parler de la réplication. J'en ai parlé un petit peu là tout à l'heure. Donc, on réplique musiquement de zone de rétention vers zone de rétention. L'intérêt, c'est de répliquer de la donnée qui a été dédupliquée tout bêtement. Hein, donc, elle prend beaucoup moins d'espace et on va avoir comme ça besoin de bandes passantes vraiment très très réduites pour mettre en place de la réplication. Sur notre machine, on est capable de répliquer 1 téraoctet de données sources avec uniquement 3 mégabits par seconde. Vous voyez, c'est vraiment très peu de bandes passantes. La plupart des clients ont au moins 100 mégabits par seconde entre deux sites. Donc on sait que nous, on pourra répliquer tranquillement au moins 30 téraoctets de données sources sur un site secondaire sans aucun souci. Donc on pourra répliquer entre deux machines, entre deux salles, entre deux sites sans aucun souci. On a aussi des hébergeurs qui disposent de machines hexagrid et qui proposent des services de réplication distance vers leur data center. Si quelqu'un possède une hexagrid physique, chez lui peut répliquer à distance si nécessaire. Et on a aussi la capacité de répliquer directement dans le cloud. Alors, on travaille avec deux acteurs aujourd'hui, hein, qui sont Amazon sur la partie S3 et Microsoft avec la partie Azure. Donc, dans ce cas-là, on va proposer de mettre en place côté Azure ou côté S3 une machine virtuelle de type Hexagrid spécifiquement développée pour le besoin. Et cette machine-là, en fait, va créer un environnement virtuel qui sera visible depuis la machine physique. Et donc, la machine physique sera capable de répliquer la donnée vers le cloud à ce moment-là. Donc voilà, on travaille aujourd'hui qu'avec Amazon et qu'avec Microsoft sur ce type de besoin. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de mettre une machine uniquement en mode rétention pour diminuer les coûts d'investissement pour mettre en place un PRA. La possibilité de gérer la réplication en termes de débit. Donc, on a de la QoS disponible pour limiter la bande passante ou définir des plages horaires pour faire la réplication, ce qui permet d'éviter de monopoliser un lien intersite qui peut aussi servir pour les applicatifs, tout bêtement. Et la réplication est simultanée avec la déduplication. Donc, dans le principe de fonctionnement, mon outil de sauvegarde envoie la donnée en landing zone. Cette donnée est reprise, dédupliquée en zone de rétention et répliquée simultanément vers le site distant si on a mis en place une réplication, tout simplement. Sur le slide suivant, on peut voir que notre solution est vraiment agnostique par rapport aux acteurs du marché. Donc, il y a plusieurs éditeurs, chacun avec des fonctionnalités plus ou moins différentes. Nous, on va pouvoir s'adapter et travailler avec pratiquement tout le monde. On peut voir bien connu Vim, Veritas, Commvault, IQ, etc. Il n'y a aucun souci. Sur un hexagrid physique, je peux créer jusqu'à 20 partages. Ce partage va disposer d'un protocole d'accès. Donc, en fonction de l'outil de sauvegarde, chaque outil a son protocole soit standard NFS, CIFS ou bien spécifique. Par exemple, chez Veritas, on retrouvera le protocole OST, Open Storage Technology. Chez Vim, le protocole Vim Data Mover.
Donc on supporte complètement ces protocoles-là. Donc un client qui peut disposer peut-être de 2-3 outils de sauvegarde pour des besoins spécifiques, on n'aura aucun souci, on créera plusieurs partages sur les agrides et chaque outil viendra déposer sa donnée en landing zone dans le partage qui lui aura été attribué, le ou les partages. Et ensuite, par contre, la donnée sera prise et dédupliquée de façon globale en zone de rétention. Voilà, on ne garde pas de notion de partage, nous, en zone de rétention. On veut dédupliquer et réduire au maximum la donnée. C'est pour cela qu'on fait une déduplication qui est globale. Lorsque des clients font de l'Oracle, de la base Oracle, et qu'ils utilisent Herman pour sauvegarder la donnée via des scripts, aucun souci. Dans le script Herman, on précisera un partage NFS créé sur l'Hexagrid et le client pourra tout bêtement envoyer ses données sur l'Hexagrid via le script Herman sans aucun souci. De la même façon, si sur des OS type Linux, on veut faire du directar, pareil, je crée un partage NFS sur l'Hexagrid et puis je récupère les données. Voilà. Et toutes ces données-là sont dédupliquées vraiment de façon globale en zone de rétention. Donc, lorsqu'on prend une solution Hexagrid, en fait, on n'est pas coincé avec un éditeur de sauvegarde au-dessus, hein. On peut évoluer dans le temps, rajouter d'autres outils ou migrer, enfin bref, peu importe, aucun souci pour cela. Donc, c'est vraiment un investissement qui est pérenne dans le temps, puisque voilà, on n'est pas à pieds et poings liés avec un constructeur au-dessus, ce qui fait vraiment l'intérêt du produit. Sur le slide suivant, logiquement, on a la petite interface d'administration de notre solution. Alors, pour résumer, je suis sur mon lab qui est situé à Boston. Ce lab dispose de 2 machines physiques et j'ai un site distant qu'on appelle Londres qui dispose aussi de 2 machines physiques de type identique. Donc la particularité, c'est que là, donc sur Boston, j'ai 2 machines, j'ai une représentation, je dirais, visuelle du stockage où j'intègre l'intégralité des 2 machines. Donc, lorsque je mets des machines dans l'architecture Scalert Hexagrid, bah, la landing zone et la zone de rétention va croître dynamiquement, hein. C'est le mode du scale out. Donc là, on peut voir sur ma représentation, je vois la volumétrie des 2 machines avec la particularité de voir la landing zone. Donc, c'est cette petite piste d'atterrissage en vert là, qui parcourt l'intégralité de la volumétrie. Alors, pourquoi? On peut voir le petit curseur qui sépare d'un côté landing zone, de l'autre côté zone de rétention, hein. Donc là, c'est une machine vraiment de lab. Pas grand-chose a été fait dessus et on n'a pratiquement aucune donnée qui est dédupliquée et présente en zone de rétention. Ce qu'on peut voir, c'est la partie primary retention qui est de 527 gigas, ce qui est ridicule par rapport aux 41 Tera 72 disponibles. Donc la machine, sa priorité, c'est toujours de sauvegarder la donnée et de la protéger. Donc pour elle, elle est capable d'accueillir, vous voyez, 84 Tera 93 directement. Donc ce qu'elle fera, c'est que si on envoie de la donnée dans la machine, la donnée arrive en landing zone, elle est dupliquée, protégée en zone de rétention, et la donnée qui était en landing zone passe à ce qu'on appelle du reclaimable cache, qu'on peut voir en bleu là. Ben, c'est de la donnée qui potentiellement pourra être effacée en cas de besoin si la nouvelle donnée va arriver et qu'on n'a pas d'espace. Et ben la machine se dit cette donnée-là est déjà protégée, donc je peux accueillir la nouvelle donnée sans aucun problème. C'est un petit peu pour vous expliquer le mécanisme de fonctionnement de notre machine. On peut voir le time lock qui est placé sur 12 jours. Je vous l'ai dit, par défaut, lorsqu'on met les machines en place, on le met à 10 jours. Là, un collègue s'était amusé à changer la valeur. Le time lock donc, est placé à 12 jours sur la machine. J'ai 2 boutons à côté pour modifier ou désactiver la fonctionnalité. Ben, je ne pourrais rien faire, même en tant qu'admin. Si je clique sur l'un des 2 boutons, la seule chose que je vais faire, c'est envoyer une requête d'approbation à un autre utilisateur qu'on appelle le Security Officer sur la machine. Voilà. J'ai depuis 5 ans, l'essentiel, enfin, 60-70% des développements, des mises à jour sur nos machines sont liés à la sécurité. On a mis en place le time lock depuis 4 ans et demi pour sécuriser la zone de rétention contre les effacements. Et petit à petit, ça commence à se savoir, je dirais, dans le milieu qu'Hexagrid est vraiment pertinent pour protéger et garantir la sécurité des données. Donc, on sait que nos amis de l'autre côté vont commencer à s'intéresser à d'autres technologies et pourraient essayer de trouver des failles. Donc, c'est pour ça qu'on anticipe au maximum et on essaie de réduire et de sécuriser le mieux possible notre périmètre. Donc, le time lock, par exemple, moi, je suis logué en tant qu'admin, ben, je ne peux pas le désactiver, je ne peux pas le modifier, hein. Tout simplement. De la même façon, si je crée un partage sur ma machine pour accueillir de la sauvegarde, si je veux supprimer ce partage derrière, je ne pourrai pas. Le security officer qui va devoir approuver, je dirais, la modification, la demande de modification, le security officer, typiquement dans une entreprise, ce serait le RSSI. Voilà. Et la seule chose que peut faire un security officer sur l'Hexagrid, c'est dire oui ou non à une requête. Donc cette requête peut être modifier time lock, effacer un partage, créer une clé SSH qui permet d'accéder en SSH à la machine. Voilà, le rôle essentiel du security officer, c'est approuver ou non des actions liées à la sécurité de la donnée sur la machine. Ensuite, il faut savoir que sur nos machines, soit le security officer ou les admins sont obligatoirement logués avec la double authentification. Lorsqu'on met la machine en place, la double authentification est obligatoire. Il y a un petit QR code qui s'affiche à l'écran
on utilise un outil, que ce soit Microsoft, Google ou autre, pour s'authentifier. On génère un token et ça permet de garantir un maximum l'accès à la machine. Après, on peut s'amuser à désactiver le time lock, désactiver la double authentification. Alors, si je m'amuse à le désactiver, je reçois immédiatement une alerte de la machine en m'indiquant que bon, la double authentification a été désactivée. Mais il faut savoir aussi que le support Exagrid sera informé du fait d'avoir désactivé la double authentification. Et à un moment donné, le support va appeler le client pour savoir si c'est normal ou pas que la double authentification a été désactivée. On peut voir aussi la security checklist qui est juste à côté. Alors la checklist, lorsqu'on met en place une machine, mettre en place une Exagrid, ça prend 2 heures, 2h30. Et la checklist, c'est le point essentiel. On va passer la checklist en revue et on va valider tous les points au vert. Donc ce sont des points, je dirais, obligatoires pour sécuriser le périmètre. Si on fait l'inventaire des points, le premier point, c'est de mettre en place le time lock. Donc le time lock, c'est la protection contre les effacements de la zone de rétention. Deuxième point, ça va être activer la double authentification pour la partie admin et security officer forcément. Deuxième point, ça va être désactiver l'accès en route SSH à la console. On sait très bien que les pirates maîtrisent bien la commande en ligne, donc comme ça, on va leur couper l'herbe sous pied pour ne pas accéder à la machine. Troisième point, c'est désactiver l'accès en HTTP à la console, vu que tout passe en clair sur un flux HTTP, notamment un mot de passe, ça pourrait passer en clair. Donc on va forcer le HTTPS, mettre des certificats type TLS sur les navigateurs, et puis nos machines remontent quotidiennement un petit rapport avec des métriques à l'intérieur. Et ce rapport va venir alimenter un outil qui est chez nos amis du support, de façon à pouvoir monitorer les machines à distance, pour voir leur état, soit la partie CPU, mémoire, stockage, etc. Et ce rapport, on a 3 méthodes pour le remonter. Celle qu'on va préconiser, c'est vraiment la remontée via HTTPS, port 443. Donc c'est pour ça qu'on a le point qui est présent dans la partie Security Checklist, de façon à s'assurer que nos machines puissent être monitorées correctement à distance. Lorsque je descends d'un niveau, après, alors là, c'est la partie double authentification, je n'en ai pas tout à l'heure. Je peux la désactiver pour m'amuser, mais ça ne va pas durer longtemps. En général, je vais être rappelé par le support comme quoi la double authentification a été désactivée. La partie création de partage. Alors, quand je crée un partage sur notre machine, on va avoir la liste de tous les outils qui sont supportés. Donc, vous avez vu tout à l'heure sur le slide, il y a un nombre quand même important d'éditeurs supportés. Je vais avoir la liste de tous les outils. Et en fonction de l'outil que je vais choisir, j'aurai forcément le protocole qui est supporté par l'outil. Donc là, j'ai choisi du Vim, par exemple. Le Vim protocole, ce protocole Vim Data Mover, qui est un protocole sécurisé, qui garantit le fait qu'on puisse pas se connecter, par exemple, sur la landing zone, puisque c'est un protocole type SSH spécifique qui est utilisé par Vim. Lorsque je mets en place le partage, j'ai aussi deux autres notions importantes, c'est Delete Monitor et Deduplication Monitor. Alors, ces mécanismes-là sont intégrés sur le partage et permettent deux choses. Le Delete Monitor, c'est un mécanisme qui va surveiller le taux d'effacement qui va être ordonné par l'outil de sauvegarde. Alors, typiquement, si un pirate s'amuse à vouloir effacer toutes mes données sauvegardées, il va demander à effacer plus de 50% de la volumétrie du partage et forcément, une alerte est remontée immédiatement vers la mine de la machine en disant attention, il y a un comportement suspect, on a une demande de plus de 50% d'effacement sur le partage. Et le deuxième point, c'est des duplications monitor. Lui surveille sous 24 heures le taux de déduplication du partage. Donc, il faut savoir que lorsque notre machine reçoit des données encryptées, comme toute machine qui fait de la déduplication, la donnée encryptée ne se déduplique pas. Ce qui veut dire que mon taux de déduplication, si on envoie la donnée dédupliquée dans un partage, le taux va chuter drastiquement. Puisque la donnée, on ne va pas pouvoir la dédupliquer, au global, ça va faire baisser le taux. Donc, sous 24 heures, si ce taux varie de façon trop importante, le taux de déduplication sur le partage, une alerte à remonter en indiquant que potentiellement, peut-être que la donnée primaire a été compromise ou encryptée. C'est pour cela qu'on n'arrive plus à la dédupliquer correctement. Voilà, donc à notre niveau, on essaye d'être proactif par rapport à ce qu'on peut voir. Alors, ce qu'on peut voir, c'est la donnée qu'on nous envoie et les ordres qu'on reçoit. Donc, depuis de ces deux éléments-là, on essaie d'être proactif et d'alerter en cas de comportement suspect. Ensuite, lorsque je descends, alors j'étais sur une machine, voilà, lorsque je descends sur une des machines, là, je vais pouvoir voir, par exemple, là, c'est une X40000 qui est présente sur le lab. Je vais pouvoir avoir des informations en termes de taux en lecture, taux en écriture et pouvoir revenir dans le temps à un instant précis pour voir un peu ce qui s'est passé sur la machine. Au type d'affichage, je vais avoir sur le slide suivant la partie données qui rentrent en landing zone. Ah, non, il n'y avait pas. Ok, bon, d'accord. Sinon, je vais avoir des informations plus complètes sur ce qui rentre en landing zone. Je peux aller voir un peu une topologie aussi du stockage à l'instant T, voir comment sont réparties les données sur ma machine, etc., etc. Donc, on a une vraie, je dirais,
métrologie disponible sur la machine qui permet de voir du monitoring avancé de ce qui se passe, tout en sachant que le support a aussi accès à ce type d'informations pour pouvoir anticiper, comme je disais tout à l'heure, lorsque la machine commence à être trop remplie, voir un peu la tendance. Donc quand je résume sur la partie sécurité, les différents éléments présents dans la machine nativement qui vont permettre de garantir l'intégrité de la donnée. La checklist, donc c'est les points essentiels. En général, lorsqu'on met la machine, ça prend 5 minutes à valider tout au vert. Au moins, on sécurise vraiment le périmètre. Ça va très rapidement. Le deuxième point, ça va être la protection contre la partie ransomware, en sachant que la zone de rétention, la donnée est immuable. On a le RTL qui permet de retarder les effacements. Lorsqu'on veut des disques avec de l'encryption à la volée, on le demande. Les disques sont disponibles, ils font de l'encryption. Lorsque je réplique la donnée entre les machines, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut aller jusqu'à 15 sites distants, on réplique dans tous les sens. Il faut savoir qu'on utilise du tunnel VPN IPsec pour communiquer entre les machines de façon à garantir les échanges. Donc ça, c'est vraiment sécurisé. Ça, c'est important. L'airbag, lorsque je veux, par exemple, j'ai un stagiaire qui arrive dans l'entreprise et je veux lui montrer l'Hexagrid, je vais pouvoir lui créer un rôle avec des accès limités, juste en viewer par exemple. Ça permettra d'éviter que le stagiaire fasse des bêtises sur la machine, je dirais, entre guillemets. Le security officer, voilà, c'est un point essentiel dans la partie sécurité, en sachant que c'est la personne qui va autoriser ou non des modifications liées à la donnée, que ce soit effacement des partages, que ce soit modification du RTL, création de clés SSH ou encore génération de code support aussi. Le security officer intervient à ce niveau-là. C'est important et en général, il est essentiel le security officer. Double authentification aussi, ça c'est indispensable. Security officer, admin, la double authentification est de base. Ça c'est, voilà, on peut passer outre. Les certificats type TLS sur les navigateurs quand on se connecte en HTTPS, voilà, on supprime l'HTTP. Les protocoles sécurisés, j'en ai parlé tout à l'heure, OST chez Veritas, la partie Vin Data Mover, et puis sur la partie CIFS, on fait du SMB signing. Sur la partie NFS, on a la base liste type blanche, liste blanche IP. C'est mieux que rien, ça permet comme d'éviter des connexions inopinées de serveurs qui ne seraient pas autorisées. Le support de clés SSH et le monitoring, je vous ai montré tout à l'heure, on a la possibilité de voir ce qui s'est passé sur la machine sur différentes périodes, de voir un petit peu le comportement au niveau d'outils de sauvegarde aussi. Alors là maintenant, c'est le support. Voilà, la particularité chez Exagrid, c'est qu'on a des supports français. Donc, ce sont des Français basés en France et ce sont des supports de niveau 2 dédiés directement. Lorsqu'un client fait l'acquisition d'une solution Exagrid, on va choisir dans la liste de nos supports la personne la plus amenée à pouvoir l'accompagner et ce sera son interlocuteur unique. Donc le client dispose de son numéro de téléphone, de son mail et peut l'appeler à tout moment pour lui poser des questions ou lui demander un coup de main pour mettre en place une fonctionnalité, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport je dirais, à nos compétiteurs. Le fait d'avoir quelqu'un qui parle français et qui connaît déjà l'architecture, l'infra du client et aussi les outils de sauvegarde. Ils sont formés à tous les outils de sauvegarde, ils sont capables d'aider un client si un job de sauvegarde se passe mal, de regarder l'interface, que ce soit sur du NetBackup, Backup Exec IQ, Vim, peu importe, ils sont capables de voir s'il y a un paramètre qui ne va pas, modifier le paramètre avec le client, relancer le job et solutionner le problème. Ça, c'est important. Nexagrid s'installe très rapidement, comme je l'ai dit, c'est entre 2 heures et 2 heures et demie. Le support aide à distance pour installer. Lorsqu'il y a un souci matériel, le support est alerté et sous 24 heures, on a la pièce de remplacement, que ce soit un disque, une alim, peut-être un ventilo, peu importe. Et le support accompagne le client dans le remplacement de la pièce, ça c'est clair. Toutes les mises à jour sont faites par le support. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a une version qui va arriver bientôt. On va intégrer une fonctionnalité S3, eh bien, tous nos clients qui sont sous support Exagrid seront contactés par la personne qui leur est dédiée de façon à mettre en place la nouvelle mise à jour. Donc, le support s'occupe de tout, soit mineur ou majeur. Et chez Exagrid, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de licensing spécifique. Tout est fourni de base avec la machine, que ce soit la réplication, la protection, etc. Ransomware, tout est de base. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Ça, c'est important. Le NPS de plus 81, le support participe grandement au fait d'avoir une relation client, je dirais, exceptionnelle. On est souvent remercié, on nous demande de remercier les personnes du support à Grégory lorsqu'on va visiter nos clients, nos partenaires. En général, il y a toujours un petit mot pour le support puisque ça fait vraiment, vraiment la différence. Voilà, et on surveille les machines, on prévient les clients s'il y a quoi que ce soit. Donc sur la partie purement technique, moi j'en ai fini. La partie financière, on a aussi pas mal d'avantages. Est-ce que Grégory, tu veux Ouais. balayer la partie financière?
Donc, si on peut faire apparaître tous les points sur le slide, voilà, je vous remercie. Donc, effectivement, je pense que vous l'aurez compris, Exagrid a pas mal d'avantages technologiques, comme Christophe vient de les évoquer assez rapidement. Et n'hésitez pas à revenir auprès des équipes de Miel pour aller un peu plus dans le détail de cette solution, si vous le souhaitez, au travers de démos qu'on nous pourrions vous organiser. En plus des arguments technologiques, on a également pas mal d'arguments économiques à faire valoir. Et on va essayer de s'y attarder dessus sur les 4 minutes qui restent. Le premier élément, c'est la protection des prix. Sachez que si vous faites l'acquisition d'une solution avec Exagrid, Exagrid va s'engager sur un prix au Terra pour les futures extensions, donc vous n'aurez pas de mauvaises surprises dans le cadre des futures extensions. Vous connaissez dès aujourd'hui quel sera le coût des upgrades que vous pourriez être amené à faire dans le futur, que ce soit dans 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, ou un peu plus ou un peu moins. Donc maîtrise des budgets d'investissement, de par le fait qu'on prenne un premier engagement vis-à-vis de vous, c'est un engagement de prix au Terra par rapport à l'acquisition initiale. Le deuxième élément, on va s'appuyer ce coup-ci sur la maintenance et votre budget de fonctionnement. Sachez que Exagrid n'a pas pour habitude d'augmenter les coûts des renouvellements de contrats de support. Pour connaître le coût d'un contrat de support chez Exagrid, il suffit pour calculer un pourcentage du prix d'achat du matériel sur lequel, je le rappelle, on s'engage à ne pas appliquer d'augmentation. Et pour connaître ce coût, vous allez calculer, par exemple, pour connaître le coût d'un an de support, 15% du prix du matériel. Pour connaître le coût de 2 ans de support, c'est 28%. Le coût de 3 ans, c'est 41%. 5 ans, 55%. 6 ans, 60%. Et vous comprenez bien donc que plus vous allez acheter d'annuités de support dès le départ, plus le coût annuel va être bas. Vous achetez qu'un an de support, le coût du support sera équivalent à 15% du prix du matériel. Vous achetez 6 ans, le coût annuel sera ramené à plus que 10%. Mais dès lors que vous aurez fixé le coût de ce contrat de support, le coût des renouvellements de contrat de support, vous le connaissez, vous le maîtrisez, il n'y a pas d'augmentation. Alors sur le slide, on écrit 3%, mais jusqu'à présent, ces 3% n'ont jamais été appliqués. Et donc, il vous suffit de diviser le coût du contrat initialement souscrit par le nombre d'années souscrites, et ça vous donnera le coût pour les renouvellements ultérieurs. Donc, maîtrise des budgets d'investissement, maîtrise des budgets de fonctionnement. Et puis, on va se passer sur les 2 points qui suivent, parce que Christophe en a parlé, pour s'arrêter sur l'avant-dernière ligne de ce slide, l'obsolescence. Sachez que chez Exagrid, nous n'avons pas d'obsolescence programmée de notre matériel. L'engineering Exagrid, lorsqu'il développe de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles versions de code, la première des choses qui s'attire à faire, c'est d'avoir une rétrocompatibilité ascendante et descendante entre les anciennes et les nouvelles générations d'appliances. Donc au sein d'une architecture Scala-out Exagrid, vous allez pouvoir mixer différents modèles d'appliances avec des capacités de stockage différentes, mais également issus de différentes générations, ce qui va vous permettre d'obtenir un meilleur coût de possession de notre solution, un meilleur TCO, puisque avec notre solution, au bout de 5-6 ans, vous pourrez renouveler le contrat de support avec des prix qui n'auront pas augmenté. Vous pourrez augmenter les capacités de stockage en rajoutant dans le système Scala-out des appliances qui pourront être de générations, voire de modèles différents sans aucun problème. Et vous pourrez continuer de vivre avec le système sans aucun problème, sans du moins le fait que le constructeur vous impose le remplacement de cette solution au bout de 7 à 8 ans en général. Et puis, il n'y a pas de coût caché, tout est inclus dans notre offre. À la lecture d'une proposition Exagrid, c'est très simple, c'est 3 lignes, c'est la référence de l'appliance, la référence de la carte réseau, la référence du support, et c'est tout. Il n'y a pas d'option spécifique pour faire ou pas faire de la réplication, par exemple. Vous achetez une appliance aujourd'hui, vous souhaitez la mettre en réplication dans 2-3 ans, la licence est incluse. Vous êtes sous contrat de support, Exagrid développe de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles versions, nos supports prennent contact avec vos clients et font les mises à jour de façon à ce que vous puissiez bénéficier automatiquement de toutes les nouvelles fonctionnalités que pourra amener cette nouvelle version de code. Pour terminer, sur le slide qui suit, si vous deviez retenir quelques éléments de tout ce qui vient d'être dit, c'est pourquoi choisir la solution Exagrid, la performance de la landing zone qui va vous permettre d'avoir des performances en sauvegarde et en restauration inégalées, la zone de rétention qui va vous permettre de stocker un maximum d'informations dans un minimum d'espace puisqu'on fera de la déduplication, tous les aspects liés à la sécurité, comme on en a parlé, on a parlé de la double authentification, on a parlé de la rétention de time lock, mais on pourrait également parler de la sécurisation des accès au travers des différents protocoles comme le Vim Data Mover, comme le Veritas OST, etc., etc. L'évolutivité du système Scala-out, les coûts de possession qui sont les plus faibles du marché, comme je viens d'en parler, et la qualité de notre support qui est connu et reconnu. Un peu de plus, on va repasser la main aux équipes de Miel, mais n'hésitez surtout pas à prendre contact avec eux de façon à pouvoir avoir un peu plus d'informations sur le sujet si vous le souhaitez. Merci beaucoup Greg, merci Christophe. Donc voilà, c'était notre deuxième petit épisode de notre cycle de présentation des deux solutions de data management. Ce que je voulais juste ajouter par rapport à la présentation d'aujourd'hui, c'est que nous, on a trouvé une manière de travailler, des process de travail très
fluide, très, comment dire, très près de tous les projets avec Exagrid. Donc, une demande de POC, une demande de démo pour un client, au final, ça se fait très facilement. C'est des équipes qui cherchent absolument à avoir ce type de relation avec les clients finaux pour pouvoir gagner le projet. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Je vous remercie. On a un prochain épisode le 23 mai pour tout ce qui est Sovar Cloud et surtout toute la partie migration de données pour les projets Move to Cloud ou migration de données dans le cadre de changement d'hyperviseur. Merci à tous. Bonne journée.